Ok, c'est parti. Alors, on va essayer en 1 heure de parler influence et réseaux sociaux dans la restauration et plus précisément comment est-ce qu'on peut fidéliser une nouvelle génération de clients. On va se présenter très rapidement. Alexis, tu peux commencer ? Te présenter très très vite. Oui, alors moi c'est Alexis. J'ai des réseaux sociaux connus sous le nom de Le Paris d'Alexis où je partage des bonnes adresses et des contenus food au sens large. Voilà, tout ce qui se mange et se boit. Laura ? Non plus. Ah, là, ça marche. Bonjour à tous. Donc, moi, c'est Laura. J'ai commencé les réseaux sociaux en 2016 en partageant des bonnes adresses de coffee shop et de brunch. Et quelques années plus tard, j'ai désormais une agence de com qui accompagne les restaurateurs. Et j'ai moi-même cofondé 4 restos de brunch à Paris. Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux. Morgan, je suis directeur France de l'Arôme Group avec un des restaurants que je représente aujourd'hui qui s'appelle le Bistrot des Lettres. Et on possède 4 restaurants en France avec 3 en Thaïlande et 2 en Chine. Et voilà, je suis venu pour expliquer comment l'influence a la répercussion sur notre quotidien dans le monde de la restauration à l'heure actuelle. Bonjour. Bonjour. Bérangère O, pour moi je représente à cette table ronde la partie restauration aussi avec Big Mama. Et moi-même, Morgane Bresson, donc je vais modérer cette conférence. Je suis responsable digital et nouveaux médias chez l'éditeur Au Cœur des Villes. On édite des médias spécialisés sur les commerces de proximité et notamment la restauration et la gastronomie. On édite entre autres Au Cœur du Sacher, L'Auvergnat de Paris, Rungis Actualité et le magazine YAM. Alors, rapidement, qui dit nouvelle génération dit petite définition très rapide. Là, on va parler essentiellement de la génération Z, la Gen Z. C'est une population qui est née entre 97 et 2010, donc c'est des gens qui aujourd'hui ont entre 15 et 28 ans. Ils représentent 20% de la population. C'est à peu près 11 millions de personnes. C'est la première génération dite digital native, c'est-à-dire que c'est la première génération qui est née avec Internet et avec au moins la première version des outils numériques qu'on utilise tous les jours. Donc c'est forcément une génération qui est ultra connectée, qui consomme énormément de contenu numérique. Par exemple, cette génération utilise à 90% Instagram tous les jours. Donc, qui dit une grosse consommation de contenu numérique, dit sous-entend une vraie problématique pour les captiver. Il y a un chiffre qui est assez intéressant. Si vous voulez avoir leur attention, si vous voulez avoir du contenu captivant, il faut que ça se fasse dès les 8 premières secondes. Donc ça sous-entend des formats très courts, divertissants, engageants. Contrairement à ce qu'on peut lire et entendre parfois, c'est une génération qui est très engagée, qui est consciente, qui accorde beaucoup d'importance à l'authenticité, qui est capable de détecter si des contenus sont sans profondeur, ne sont pas authentiques, sont faux. Et c'est aussi une génération qui accorde beaucoup d'importance aux valeurs sociales et environnementales. Donc en 4 mots, en termes de keywords, ce qu'on peut retenir, c'est engagée, consciente, digitale et exigeante. Alors par rapport à la restauration, la Gen Z, ils sont 40% à prévoir de fréquenter davantage les restaurants à l'avenir et 46% déclarent manger au moins une fois par semaine au restaurant, sur place ou à emporter. C'est la première génération qui est autant engagée envers les restaurants, en termes de déclaratifs. Plus globalement, du côté des moins de 35 ans, 58% suivent des comptes de restaurants et de chefs versus 36% des Français. Et 64% déclarent que les réseaux les incitent à choisir un restaurant en particulier versus 43% des Français. Pour les moins de 35 ans,
Ce qui leur donne envie d'aller au resto, c'est en premier pouvoir visualiser des photos des plats. Et en deuxième critère, ça va être la possibilité de vivre une expérience inédite. On va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que l'influence dans la restauration, c'est vraiment efficace ? Autrement dit, est-ce que les recommandations d'influenceurs ont de l'impact auprès de cette jeune génération ? Et je pense qu'on va commencer par Bérangère pour nous expliquer un petit peu chez Big Mama quelle est la vision de l'influence et l'utilisation. Après, Morgane pour avoir le côté restaurateur. Et Laura et Alexis, je vous demanderai des petits cas concrets de restaurants, des choses que vous avez vécues ou que vous avez pu voir. Alors merci de me donner la parole sur ce sujet. Si on tourne la question en demandant est-ce que c'est vraiment efficace, j'ai envie de dire c'est surtout incontournable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les réseaux, Instagram pour le nommer, sont des formidables outils à notre disposition pour avoir une caisse de résonance et parler à un grand nombre de personnes. Quand moi j'étais jeune, c'était TripAdvisor, les choses ont évolué et aujourd'hui, passer à côté de ça, en fait, c'est manquer un vrai outil à notre disposition pour créer de la notoriété et pour faire venir des clients. Pour centrer sur les influenceurs, qui est le centre de la question, chez Big Mama, en fait, on n'a jamais, par exemple, fait venir d'influenceurs payants. Ce n'est pas du tout notre stratégie. Nous, on a lancé Big Mama il y a 10 ans, donc en fait, dans un moment où Instagram émergeait, où les blogs émergeaient. Donc c'était une époque où on comprenait qu'il y avait quelque chose qui se jouait ici et dans lequel il fallait rentrer. Et il se trouve qu'il y a eu un plutôt bon match parce qu'on a des jolis restaurants. Une partie de notre ADN, c'est de faire des lieux qui sont beaux. Et il se trouve que ça a plutôt répondu à l'appétence du visuel digital qui demande du beau. Et donc, en fait, assez rapidement, on a eu des influenceurs qui sont venus dans nos restaurants sans qu'on le demande. Et on a maintenant une pratique qui est en place de les inviter régulièrement. Donc, c'est un échange de bons procédés. En fait, on leur offre le repas, on leur offre un dîner. Et ils sont totalement libres d'écrire ce qu'ils veulent suite à leur expérience. Donc, en ne rentrant pas dans les pratiques de paid, on ne le fait pas parce que ça coûte beaucoup d'argent. Et je pense qu'il y a plein de restaurateurs ici dans la pièce qui savent qu'on n'est pas des métiers où on a des marges de manœuvre immenses sur le marketing. Donc, on le fait de manière gratuite. Et ça permet aussi, le fait de ne pas payer, permet aussi de laisser une liberté totale d'expression à l'influenceur qui a totalement le droit de dire qu'il n'a pas aimé. Ça nous est déjà arrivé d'ailleurs. Ou qu'il a aimé, et donc ça nous permet aussi de nous nourrir de son retour. Donc c'est un petit peu la manière dont on fonctionne aujourd'hui, et particulièrement au moment où on ouvre des nouveaux lieux, parce qu'effectivement un lieu qui ouvre, il est en quête de créer d'abord sa notoriété, et c'est particulièrement à ce moment-là qu'on aime inviter des influenceurs. Morgane, toi de ton côté Je suis complètement d'accord sur plusieurs points avec Bérangère, c'est bien ça. Et concernant nos établissements, c'est des établissements avec une plus petite structure de 45 à 80 couverts. Moi, personnellement, j'ai fait des invitations au niveau des influenceurs qui sont non rémunérés et certaines qui sont rémunérées. La raison pourquoi je suis capable de débloquer ce budget marketing, qui est chez nous, il est fixé à 3% par rapport au chiffre d'affaires, c'est pour développer directement au moment de l'ouverture, par exemple avec des influenceurs comme le pari d'Alexis, pour avoir une notoriété directe et remplir ces mois qui sont cruciaux et qui sont les plus difficiles au niveau de nos résultats d'exploitation. Et selon les influenceurs, si j'utilisais ou je n'utilisais pas ce levier, je pense que je perdrais 15 à 20% de chiffre d'affaires. Donc, il est essentiel pour moi d'utiliser ces plateformes et n'oublier aucune de plateformes, que ce soit Facebook, même si c'est des fois un peu passé, que ce soit Google, Instagram, TikTok et toutes les plateformes qui vont suivre dans le futur. Il faut vraiment être à la page, pas en faire trop, respecter sa DA, bien parler avec les influenceurs en amont. Ils ont l'air inaccessibles, mais c'est tous des gens bien, c'est des humains. On a l'impression que c'est des superstars, mais ils sont vraiment très agréables. Et au fond, ils sont tous passionnés de la restauration et ça fait plaisir. Donc n'hésitez pas.
Je pense que ça intéresse beaucoup de gens, mais ça peut varier les influenceurs de l'invitation jusqu'à 5 000 euros. C'est comme n'importe quelle marque, s'il y a Dior qui fait de la pub et qui prend une grande égérie, c'est parce qu'il y a une répercussion derrière. Et voilà, il faut que ce soit proportionnel et que ce soit maîtrisé par rapport à vos coûts. Alors, Laura, toi, tu as toutes les casquettes. On commence peut-être par ton côté restauratrice, après avec ton agence et après en tant qu'influenceuse. Est-ce que l'influence fonctionne pour les restaurants? La réponse est évidemment oui, et aujourd'hui c'est incontournable. Le meilleur exemple que je peux vous donner, forcément je vais parler d'Immersion parce que c'est mon restaurant et du coup j'ai pu voir l'évolution au fil des années. Immersion a ouvert à la belle et douce période de 2020, mai 2020 plus précisément, donc en plein confinement, le tout premier, celui qui a été très dur et très long. Et à la base, on devait ouvrir mi-mars. Le confinement est tombé, on s'est dit, on attend, ça va passer cette histoire d'ici une semaine ou deux et on pourra ouvrir normalement. Quand on a compris que ça allait durer un peu plus longtemps, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On n'attend pas. On s'est dit, allez, on se lance et on verra bien. Et en fait, ouvrir en plein confinement, sans personne dans la rue, sans personne qui peut se déplacer, sans personne qui vous connaît, la seule chose qui a fait qu'on ne s'est pas craché dès les premiers mois, c'est les réseaux sociaux. Immersion, on a ouvert, on avait environ 10 000 abonnés. Donc ça paraît peut-être pas grand-chose, parce que sur les réseaux, on a tendance à oublier qu'est-ce que c'est une personne. On dit, ah oui, j'ai fait 3 000 vues, c'est pas beaucoup. Mon réel, il a fait 500 vues, mais 500 personnes, si vous le mettez en relation avec votre établissement, que ce soit un établissement de 10, 15 places, en fait, vous pouvez remplir votre établissement plusieurs fois. Et ces 10 000 abonnés, en fait, ils ont été incroyables pour nous, pour le lancement. Ils nous ont soutenus. Certains qui habitaient dans le coin ont pu venir directement nous soutenir en vente à emporter. Beaucoup ont commandé sur les plateformes. Donc, grâce aux réseaux sociaux, on a pu faire ce lancement pour Immersion et ça a été une chance. On a travaillé pour, mais en tout cas, ça nous a permis vraiment de nous lancer. Donc, voilà pour le cas un petit peu Immersion. Aujourd'hui, Immersion, c'est 100 000 abonnés sur Instagram. Donc pareil, à l'échelle d'un restaurant, c'est une consécration. On est très fiers d'avoir travaillé dur pour pouvoir y arriver. On a fait également appel à quelques influenceurs, la plupart en invitation, mais récemment, on a commencé à faire un petit peu de paid pour pouvoir notamment pousser des ouvertures, comme tu disais, qui sont des éléments cruciaux dans la restauration. Et ensuite, à titre plus personnel, moi j'ai un compte Instagram qui s'appelle Les Paris de Laura, qui est spécialisé dans les brunchs et les coffee shops. Et je vois l'impact que j'ai pu avoir sur certains cafés, sur certains brunchs qui sont des petits établissements, qui sont parfois dans des quartiers qui ne sont pas forcément où il y a le plus de passages, où il y a le plus de touristes. Et avec une simple vidéo, une simple photo, ça leur permet d'avoir parfois beaucoup de trafic. Donc oui, est-ce que l'influence, est-ce que les réseaux sociaux fonctionnent pour la restauration? La réponse est oui, et pas besoin d'avoir des lieux immenses, d'avoir les lieux les plus beaux. Le plus important, c'est vraiment de raconter son histoire, d'être authentique, de montrer ce que vous servez, de montrer votre équipe, et vous trouverez votre place sur les réseaux. Il y a de la place pour tout le monde. Alexis, est-ce que tu as un ou deux exemples, soit de collaboration que tu as eues ou de manière plus globale, de restaurants qui ont explosé grâce au réseau et plus particulièrement grâce à l'influence? C'est vrai que moi, la seule métrique qui me permet de voir à quel point je peux avoir un impact sur les restaurants, c'est les retours que les restaurateurs me font. Et au-delà de parfois amener du monde dans un restaurant, je raconte souvent cette histoire, c'est qu'effectivement, non seulement ça marche, mais ça peut aussi avoir un impact vital sur certains restaurants. Je raconte souvent l'histoire du restaurant qui s'appelle Audace, d'un chef qui s'appelle Pierre Lambert, qui est situé, je crois, à Courbevoie, dans une zone pavillonnaire où il n'y a aucun restaurant. Donc en fait, il est super mal situé. Un jour, il m'envoie un message sur Instagram et il me dit, écoute, voilà, je suis en procédure de sauvegarde. Dans 2 mois, je passe devant le tribunal de commerce qui va décider ou non
de fermer mon établissement. Personne ne vient et pourtant je pense que je fais de la bonne cuisine. Donc j'y vais, effectivement je prends une énorme claque. C'est un chef qui est hyper inventif, qui va te servir en dessert une barbe à papa à la poudre d'olive, enfin des trucs totalement étonnants mais hyper travaillés. Et vraiment, pour le coup, je me suis dit, ce restaurant, il mérite de continuer à vivre et il mérite de trouver son public. Donc je publie la vidéo et puis bon, bah, parfois, vous le savez, sur les réseaux sociaux, on ne sait pas très bien ce qui fait qu'une vidéo va s'envoler. Et là, elle s'envole. Elle fait 1 million, je crois, en 2-3 jours, 2 millions en une semaine. Et en fait, il m'envoie un message, je crois, le soir même de la publication de la vidéo, il m'envoie un message à 23h. Et il me dit, Alexis, c'est incroyable, j'ai 350 réservations pour les 3 prochains mois, j'ai plus une place de dispo. Et il m'envoie un screenshot de vidéo de son logiciel de réservation qu'il a sur son site. Et il me fait défiler, il me dit, regarde, il y a des dizaines de réservations, tu as sauvé mon restaurant. Et effectivement, 2 mois après, devant le tribunal de commerce, bah, il a dit, bah voilà, j'ai pas eu une seule place de libre depuis 2 mois. Et donc le restaurant est toujours ouvert. Et là, pour le coup, il y a, voilà, au-delà du fait de remplir un restaurant, il y a un impact sur la vie de ce chef qui, moi, m'a beaucoup touché et où je prends davantage la mesure de l'influence que je peux avoir parfois sur des vies, quoi. Donc ça, c'est très touchant. Merci. Très jolie histoire. On va passer aux bonnes pratiques. Hop là. Alors, concrètement, comment est-ce qu'on fait pour collaborer avec des influenceurs ? Est-ce que Alexis, tu veux continuer ou Laura ? Alors, je pense qu'on a tous des façons de fonctionner un peu différentes. Moi, c'est très simple. Hein. Pour me contacter, il suffit de m'envoyer un message sur Instagram ou un mail. Il y a mon mail sur mon profil. J'ai maintenant la chance d'avoir une équipe qui s'occupe de centraliser toutes ces demandes parce que pour vous donner une idée, je reçois entre 15 et 20 invitations par jour. Donc évidemment, il y a tout. Il faut faire un tri parce que moi, je partage sur mon compte uniquement des adresses qui me semblent, qui me parlent, qui me conviennent. Et le plus important, je le dis souvent, c'est la confiance de mes abonnés. En fait, sur Instagram, les abonnés, ils vont, ils viennent, ils peuvent se désabonner pour un rien. Si vous perdez le lien de confiance avec vos abonnés, ils arrêtent. Donc moi, je partage que des adresses sur lesquelles je suis assez sélectif. Enfin, vraiment, je fais très attention à ne pas partager des adresses qui ne sont pas qualitatives. Donc il y a tout un process sur les avis Google, les notes Google, la carte. Je demande beaucoup d'informations au restaurant avant d'y aller parce que je veux être sûr que les produits sont d'origine française, par exemple, pour la plupart, que tout est fait maison, évidemment, qu'il n'y a pas de surgelé. Enfin voilà, j'ai pas mal de critères avant d'accepter une collaboration. Et ensuite, donc voilà, pour travailler avec moi, il suffit de me contacter. Ensuite, si on parle des bonnes pratiques, si on parle des bonnes pratiques, je conseille aux restaurateurs Parfois, je reçois des messages en disant « Voilà, Alexis, je t'invite au restaurant, je veux que tu parles de ça, je veux que tu dises ça, je veux que tu mettes ce plat en avant, il faut aussi parler de ça et tout. » Ça, vraiment, ne le faites pas si vous êtes restaurateur. C'est le contre-exemple vraiment à ne pas suivre. C'est de donner trop de directives à un influenceur. En fait, l'influenceur, il vient dans votre resto, il doit pouvoir être totalement libre de vivre une expérience et de la relater, de la raconter à sa communauté comme il l'a vécu et ne surtout pas être guidé, bridé par des briefs ou ce genre de choses. Donc laissez la liberté aux créateurs de créer. Hein. Dans créateurs de contenu, il y a le mot créer, donc il faut leur laisser cette créativité. C'est comme ça que vous serez le mieux récompensé parce qu'en fait, un restaurateur, il a sa vision de son restaurant et c'est normal. Parfois, moi j'arrive dans des restaurants et on me sort toute la carte. C'est-à-dire que je me retrouve avec une table avec 40 plats dessus. Et alors, je comprends que le restaurateur, il a envie de montrer son travail, mais en fait, ça brouille le message plus qu'autre chose. Une vidéo, elle ne doit pas faire plus d'1 minute si on veut vraiment rester dans les bonnes durées, on va dire, sur les réseaux sociaux. Donc, on ne peut pas s'éparpiller et aller partout. Donc, voilà, laissez le créateur vivre son expérience comme un client normal.
et la raconter derrière comme il le veut. Moi, par exemple, si j'aime pas un restaurant, si je vis une mauvaise expérience, ce qui m'arrive assez rarement parce que justement, je fais un gros travail d'enquête en amont pour éviter de me déplacer pour rien et d'être déçu, mais ça peut arriver, ça m'est arrivé 2-3 fois l'an dernier. Si je vis une mauvaise expérience dans un restaurant, moi, je ne publie pas la vidéo. Maintenant, il y a des comptes aujourd'hui qui s'amusent à défoncer des restaurants, limite à les insulter. Voilà, je pense que si vous suivez un peu les réseaux sociaux restauration, vous voyez de qui je parle. Moi, c'est pas mon délire. Je suis pas là pour casser des restaurateurs. Moi, je suis là plutôt pour mettre en avant des belles histoires, des beaux établissements. C'est ma façon de fonctionner. Donc voilà, tout simplement. Je vais continuer un petit peu sur cette même lancée. Je suis assez alignée avec Alexis sur tout ce qu'il dit. Dans le réseau social, il y a le mot social. Et que ce soit côté influenceur ou côté restaurateur, il faut s'intéresser à l'autre. C'est vraiment le premier conseil que je peux vous donner. Quand on contacte un influenceur, quand on est contacté et qu'on sent, qu'on voit que le message a été copié-collé à l'intégralité de la blogosphère, enfin des Instagrammeurs de Paris, on le sait, on le voit, et ça ne nous donne pas spécialement envie de répondre. Donc dans les bonnes pratiques, privilégiez la qualité plutôt que la quantité. Identifiez des influenceurs qui vous parlent, où le contenu il vous ressemble. Si vous avez un restaurant étoilé, n'allez pas contacter un influenceur qui fait que de la street food, même s'il a beaucoup d'influence, même s'il a beaucoup d'abonnés, ça ne va pas être votre cible. Donc la première chose que je vous recommande, c'est vraiment de s'intéresser à la personne et de faire un message qui va lui être personnalisé. Que ce soit côté restaurateur qui approche un influenceur ou un influenceur qui essaierait de contacter directement un restaurateur parce qu'il veut tester ou découvrir l'adresse. À titre personnel, j'ai une démarche assez particulière parce que moi, je débarque un peu à l'improviste dans les restaurants. Sur mon compte, je pense que je suis à 99,9% de cas où j'arrive en fait en tant que cliente, je paye pour mes consommations et j'aime bien en fait ce côté découvrir l'expérience comme tout le monde. Je ne vais pas demander à avoir un dressage particulier ou avoir un traitement de faveur. C'est un peu ma manière de faire parce que j'ai aussi la chance d'avoir mes activités à côté qui me permettent de ne pas vivre uniquement de l'influence. Donc c'est une chance d'une certaine manière parce que ça me permet de découvrir de manière très authentique. Et si j'aime pas, je me retrouve pas dans des situations où je devais poster, j'ai pas envie de poster, qu'est-ce qu'on fait donc ça c'est à titre personnel la manière dont je fais. Mais voilà, dans les bonnes pratiques, intéressez-vous, personnalisez les messages. Et voilà, les influenceurs sont des personnes aussi humaines, très gentilles. Si on fait ce métier, si on partage des bonnes adresses, c'est qu'on aime profondément manger. Par exemple, j'ai vu beaucoup d'influenceurs passer et au bout de 6 mois disparaître parce qu'en fait, ils n'avaient pas cette passion. Ils faisaient ce travail pour les mauvaises raisons, peut-être pour l'argent, pour les invitations, pour les cadeaux. Et du coup, au bout d'un moment, si on n'a pas tout de suite un retour sur investissement, on dit « hop, j'arrête, ça m'énerve ». Mais des créateurs comme moi qui suis là depuis quasiment 7-8 ans, ou Alexis aussi qui est là depuis 5-6 ans, je ne sais pas, on est profondément passionnés par ce métier et on ne demande que ça, de découvrir des adresses, de découvrir les histoires des restaurateurs, de découvrir des restaurants un peu plus cachés dans des coins moins touristiques. Voilà, c'est ça qui nous intéresse, donc n'hésitez pas à nous partager vos histoires et qui vous êtes et pourquoi vous avez voulu ouvrir un restaurant et qu'est-ce qui est important pour vous. Et on se fera un plaisir de vous répondre et de découvrir vos adresses. Merci. Morgan, on va passer sur la partie un petit peu plus... Pas de souci. Je rebondis juste 2 secondes sur la phrase de ne pas faire de copier-coller. Ça, c'est vrai que ça ne marche pas. Par contre, c'est vrai que pour le partage au niveau de l'influence, on se fait contacter aussi les restaurateurs 10 à 15 fois. Et il faut bien choisir et il faut bien respecter sa DA. Si vous déviez une seule fois sur les réseaux sociaux avec le mauvais influenceur, ça peut avoir des répercussions qui sont très négatives. Et si je peux juste me permettre, mais je pense que ça fait lien avec la question d'après. En fait, il faut être soi-même. C'est-à-dire que ça va dans les deux sens. Je rebondis sur ce qu'expliquait Alexis sur il peut se retrouver dans un endroit, le restaurateur veut bien faire, il lui sort toute la carte, etc. Finalement, Alexis, il ne va pas vivre l'expérience que le client vit. Et donc, ce qu'il va raconter sur les réseaux, ça ne va pas rebondir parce que personne ne pourra vivre la même expérience. Donc, en réalité, oui,
les réseaux où un influenceur peut avoir un pouvoir de ramp-up, typiquement ce qui s'est passé sur le restaurant de Courbevoie, le travail d'Alexis a permis au restaurateur d'avoir une espèce de tremplin pour lui permettre de remplir. Mais derrière, en fait, le restaurateur, il doit assurer. Si les gens qui viennent suite à la vidéo d'Alexis sont déçus, le truc va durer 2 mois, le resto, il ferme. Si le resto, il est encore ouvert aujourd'hui, c'est parce que c'était de la bonne cuisine et que le restaurateur a été constant sur la qualité qu'il a offert, sur ses valeurs, sur son service, etc. Donc en fait, il faut être soi-même dans le sens où il ne faut pas tricher. Ça ne sert à rien que l'influenceur ait une meilleure expérience que les autres clients parce que derrière, il va décevoir sa communauté et ce ne sera pas gagnant ni pour lui, ni pour... Ça sera perdant-perdant en fait, pour le restaurant perdant-perdant. et pour l'influenceur. Donc il faut simplement lui offrir exactement ce qu'on offre à tous les clients. Et du coup, moi j'aime bien ta démarche quand tu dis je viens, je suis incognito, je paye comme tout le monde. Nous, on a beaucoup d'influenceurs aussi qui viennent comme ça. Et en fait, c'est très bien parce que nos directeurs ne savent pas que l'influenceur est là et l'influenceur, il a exactement le traitement de tout le monde. Et dernier point sur lequel je voulais rebondir, qui est complètement hors question, mais désolé, c'était aussi le pouvoir des tracteurs. C'est vrai que quand on est influenceur, on porte une responsabilité forte. On peut faire et défaire, on peut lancer et on peut détruire. Les restaurants, ce sont des business fragiles où en fait les choses doivent se rejouer 2 fois par jour à chaque service. Et effectivement, dans un monde où le beau et la pluie et le beau temps sont faits de manière un petit peu arbitraire, de manière qui peut être perçue comme injuste en tout cas, parce qu'il y a une personne dont la voix porte qui va dire que vous êtes bien ou qui va dire que vous n'êtes pas bien. Donc de la même manière que ça peut porter, ça peut aussi détruire. Et donc je pense qu'il faut être prudent avec ça. Et là encore, je ramène à soyons nous-mêmes, soyons authentiques. En fait, si l'influenceur a exactement la même expérience que les autres, et oui, il a eu un plat froid, ça peut arriver avec les autres clients, on peut espérer que l'influenceur soit aussi une personne comme une autre et puisse être capable de comprendre que ça peut arriver, d'être bienveillant, de revenir peut-être essayer une autre fois pour donner une seconde chance. Mais en tout cas, il faut être vigilant parce qu'en effet, si je devais faire la comparaison, c'est comme un couteau, c'est-à-dire que c'est un outil. C'est ni bon ni mauvais, mais il faut l'utiliser de la bonne manière pour pas que ça détruise. On n'est pas du tout dans le plan, mais c'est pas grave. Mais j'ai une autre question. Donc, on a parlé d'un type de collaboration pour le moment, qui est on invite un influenceur à venir déjeuner, dîner. Est-ce qu'il y a d'autres types de collaborations possibles ? Et quelles sont celles qui sont les plus efficaces idéalement aussi, est-ce qu'il y en a qui ne coûtent pas trop cher parce que c'est important en termes d'investissement de limiter le budget parce qu'il n'y a pas forcément de budget en fait. Quand on contacte un influenceur, effectivement, il faut savoir si on part dans une démarche payante ou une démarche gratuite. Ce que je disais tout à l'heure par rapport au nombre d'abonnés, de vouloir toujours contacter les personnes qui ont le plus d'abonnés, le plus d'influence, il faut savoir qu'aujourd'hui, Alexis en est la preuve, quand on reçoit 20 à 30 demandes par jour, il faut à la fois suivre son cœur et à la fois en vivre, parce qu'on ne paye pas son loyer avec des repas. C'est toujours un petit peu ce qu'on dit entre influenceurs pour faire comprendre un petit peu aux marques et aux restaurants que même si on est passionné, à la fin, on a quand même besoin d'en vivre. Donc du coup, il faut juste savoir un petit peu la stratégie qu'on a envie d'élaborer. C'est tout à fait possible aujourd'hui de travailler avec beaucoup d'influenceurs en invitation, mais il faut juste savoir choisir les bons, entre guillemets, en regardant leur nombre d'abonnés, en ciblant peut-être des établissements un peu... C'était ça ta question ou... Oui. Tu es en train de parler de micro-influence, oui. Où il n'y a pas forcément... donc micro-influence, c'est des influenceurs qui sont suivis par moins de 100 000 personnes, où là, c'est pas forcément des gens qui en vivent, mais qui font ça dans leur vie personnelle. Avec Alexis, vous êtes des macro-influenceurs parce que vous êtes à plus de 100 000 personnes, et donc vous gagnez votre vie. Bon, Laura, tu as d'autres casquettes, mais Alexis, toi, tu gagnes ta vie uniquement... uniquement cette activité ou... C'est la question intéressante. Donc, moi, pour être très transparent, je gagne ma vie de plusieurs façons. Déjà, moi, je collabore aussi avec des grosses marques sur certains contenus
Voilà, des marques comme, je sais pas, Deliveroo, Lindt, voilà, sur des opérations très précises. Où là récemment, par exemple, la pâte à tartiner à la cacahuète de Andros, ils faisaient une distribution de crêpes gratuite dans Paris et ils avaient besoin de promouvoir cette opération. Donc voilà, dans ces cas-là, ils peuvent faire appel à moi. Moi, comme je le disais tout à l'heure, j'ai de la chance. Pour l'instant, on ne sait pas comment ça va évoluer, évidemment, le monde de l'influence, mais j'ai de la chance d'être très, très sollicité et j'ai cette immense chance de pouvoir choisir avec qui je travaille. Et je suis hyper sélectif, c'est-à-dire que toutes les semaines, je décline des dizaines de contrats parce que les marques qui me proposent ces contrats ne sont pas des marques avec lesquelles j'ai envie de travailler. Je suis désolé s'il y a des représentants de ces marques dans la salle, mais je pense par exemple à tous les fast-food, donc McDo, KFC, Burger King, tout ça, c'est même pas la peine. Voilà, des marques que je considère pas être en accord avec les valeurs que je défends, de bien manger, etc. Donc voilà, donc il y a ces contrats-là qui sont la plus grosse partie de ma rémunération. Et de temps en temps, effectivement, il m'arrive d'être rémunéré par les restaurants. Comme tu le disais, on ne paye pas son loyer en allant gratuitement au restaurant. Mais là encore, j'ai un fonctionnement qui est très simple, c'est que je refuse, là encore, des dizaines de propositions parce que même si je suis rémunéré, je veux que le restaurant il soit absolument irréprochable parce que le plus important, encore une fois, c'est les abonnés. C'est-à-dire que si je fais de la pub pour un restaurant, si je fais une vidéo sur un restaurant parce qu'il m'a rémunéré, mais qu'en fait c'est nul, et que en fait je fais ça juste parce que je suis payé, mais en fait les gens sont pas bêtes, ils vont s'en apercevoir très vite et ils vont se désabonner. Et donc en fait c'est ce que disait Bérangère, c'est perdant-perdant dans ces cas-là, ça n'a aucun intérêt et c'est pourquoi moi même quand je suis rémunéré par un restaurant, je veux qu'il réponde à un certain nombre de critères très précis. Et d'ailleurs, pour être tout à fait transparent, on a travaillé avec Morgan. Moi, j'ai fait des vidéos sur le bistrot des lettres, notamment, où il m'a rémunéré pour ça. Mais parce qu'en amont, j'ai fait ma petite enquête. J'ai regardé, je lui ai demandé l'origine des produits, je lui ai demandé beaucoup de choses. Et puis, évidemment, j'ai vécu l'expérience sur place. Et toute cette enquête, plus l'expérience, plus vraiment, pour le coup, je fais vraiment attention. Je vais lire tous les avis Google, je vais voir tous les contenus qui ont déjà été créés avant. Enfin, vraiment, il faut que vous disiez une chose, c'est que le travail d'enquête en amont, quand je suis rémunéré, est considérable. Parce que justement, je veux surtout pas être pris pour un con. Je veux surtout pas qu'on profite de ma notoriété pour vendre quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Donc, le plus important, c'est la confiance des gens. Et ça, je l'oublierai jamais. C'est vraiment pour ça que même quand je suis rémunéré par un resto, je veux que ça soit hyper qualitatif. Voilà. Une minute, puisqu'on est en retard. Le monde de l'influence, c'est un monde très petit, comme le monde de la restauration. Si j'ai un conseil, c'est dès qu'il y a un influenceur qui passe et que vous avez apprécié l'échange que vous avez avec lui, vous lui demandez une recommandation, comme on peut demander une recommandation d'un restaurant à un ami. Un influenceur connaît un autre bon influenceur et c'est pour ça que je continue à chaque fois comme ça. Et la difficulté justement d'atteindre des gros comptes qui dépassent les quarts de million d'abonnés, c'est que la personne réponde. Mais si, par exemple, Alexis me présente un autre influenceur, il va lui envoyer un petit message et c'est comme ça qu'on arrivera à avoir le contact. C'est comme dans tout corps de métier, c'est les contacts et le réseau, c'est le plus important. Morgan, du coup, en termes de type de collaboration, lesquels tu utilises, lesquels tu n'utilises peut-être plus? Alors, à un moment donné, j'ai réfléchi et on reste un petit peu bloqué sur l'influence de la food. Ça veut dire que vous allez faire le tour des plus gros comptes. Il y en a à peu près 7-8 qui vont vraiment faire un changement de votre restaurant. Il y a les micro-influenceurs qui sont très bien parce que ça vous permet de faire des contenus qui sont complètement différents, donner l'opportunité à des petits créateurs qui peuvent être des génies en création et qui vont percer derrière. Il faut un peu déceler. L'algorithme d'Instagram et TikTok, il est super fort. N'hésitez pas aussi, les petits comptes qui sont à 2000 abonnés, vous sentez que ça va percer. C'est à ce moment-là qu'il faut les contacter, quand ils ne sont pas encore trop chers. Et après, derrière, pensez un petit peu en dehors de la boîte. Si vous avez un restaurant, un grand comme Big Mama, vous faites sûrement des événements aussi, peut-être musicaux. C'est vrai que penser en dehors, ça fait une autre target market.
ou des shootings photos avec des influenceurs pour les vêtements. Voilà, souvent on a des beaux lieux. Il faut penser vraiment différemment et évoluer à chaque fois. Merci. Je voudrais juste compléter un petit peu cette partie-là, aussi de, encore une fois, remettre l'humain au cœur de vos stratégies d'influence et vous intéresser profondément au contenu que vous pouvez voir. C'est-à-dire que parfois, vous pouvez tomber sur un compte d'un influenceur qui va peut-être avoir 4000, 5000 abonnés. Ça vous paraît pas beaucoup, mais en fait, si le contenu vous parle, si vous sentez un petit truc, c'est bien aussi de donner la chance à des personnes où vous sentez un potentiel. Je sais que j'ai une influenceuse que j'avais repérée sur Instagram qui s'appelle Kenza, qui avait 20-25 000 abonnés à l'époque. Et j'ai senti un truc dans son contenu, dans sa vibe qui m'a beaucoup plu. Et en fait, de moi-même, je lui ai proposé de faire une collaboration rémunérée avec Immersion. Je pense qu'elle avait encore jamais eu vraiment de collaboration rémunérée avec un resto. Et en fait, elle était super touchée que son travail soit reconnu. Et aujourd'hui, son compte a grandi et il y a des moments où elle accepte de venir gratuitement chez Immersion. Il y a des moments où je la réactive sur du paid. Mais du coup, ça crée vraiment des histoires et ça crée des ambassadeurs pour vos établissements. Donc les chiffres, c'est bien. On a envie de dire on veut les plus gros influenceurs, on veut ceux qui font le plus de vues. Mais c'est pas tout. Et il y a aussi plein d'autres comptes qui sont plus petits, mais qui vont être tout aussi créatifs, tout aussi passionnés, qui vont pouvoir devenir de vrais ambassadeurs pour vos établissements. Je me permets de dire tout ça parce que moi, j'ai une spécialisation à la base coffee shop et brunch. Donc, je travaille principalement avec des établissements qui sont petits, qui n'ont pas des gros budgets en termes d'investissement, d'architecture, de lieux, de positionnement dans Paris. Et du coup, pour eux, c'est pas toujours évident d'aller se faire connaître parce que c'est pas le choix numéro 1 pour les influenceurs. Mais au final, ça les aide énormément aussi d'avoir des créateurs qui viennent et qui vont pouvoir raconter leur histoire et montrer ce qu'ils savent faire. Et voilà, c'était juste pour garder ça en tête parce que je ne sais pas aujourd'hui si parmi vous, il y a des restaurateurs qui ont des lieux qui peuvent être un peu plus petits, pas forcément dans le centre de Paris, qui n'ont pas des budgets énormes pour le marketing, pour la déco, et qui se disent en fait l'influence c'est pas pour moi parce que j'ai pas les moyens, je sais pas comment contacter les influenceurs. C'est vraiment possible et pour ça il suffit de mettre l'humain au cœur de votre stratégie et de trouver les bonnes personnes qui vont devenir des ambassadeurs de vos établissements. Merci. Il y avait un autre point aussi que je voulais aborder avec vous. C'est bon, alors là, ici, il n'y a pas de restaurateur dit, c'est Bérangère, tu m'as dit cette expression, des restaurants de chefs. C'est-à-dire que vous n'avez pas des chefs très connus ou qui ont énormément de visibilité sur les réseaux. Comment est-ce que le staff, en fait, peut être considéré comme le premier relais d'influence, finalement, sur les réseaux? Alors moi, cette question, elle m'inspire deux choses. La première, effectivement, Big Mama, on n'a pas des restos... quand vous venez chez Big Mama, vous venez pas à la table de Pietro, vous venez pas... En fait, vous venez rejoindre une ambiance, une atmosphère. On fait voyager en Italie. On vous promet une cuisine faite maison, généreuse, servie avec le sourire, mais on ne vous parle pas d'un chef en particulier. Parce que dès le départ, en fait, nous, on a vendu et c'est aussi ce qu'on met en avant sur nos réseaux, sur notre site. C'est une aventure collective, une aventure d'équipe où on va vous parler aussi bien d'un barman, d'un plongeur, d'un cuisinier, d'un commis, d'un serveur. On ne met pas en avant un métier en particulier, mais on met vraiment en avant toute une équipe. Et c'est pas le fruit d'une stratégie, c'est la manière dont on a grandi et de la manière dont assez naturellement on a eu envie de parler de notre aventure. La deuxième chose que ça m'inspire, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'au-delà du fait que vous pouvez communiquer sur votre équipe, sur les réseaux pour faire parler de vous, en fait, l'équipe, c'est surtout le socle sur lequel va se construire toute votre notoriété. On peut faire autant de pets, de tout ce que vous voulez, d'inviter des gens et de faire des jolies vidéos sur les réseaux sociaux. Si en fait, vous ne suivez pas avec une excellence opérationnelle, si vous n'êtes pas solide sur vos fondamentaux du métier, tout ça, ça ne sert à rien.
Donc en fait, l'équipe, c'est surtout ce qui vous permet de réussir dans le temps et au fur et à mesure d'avoir une croissance organique. Et d'ailleurs, j'ai pas répondu à la question d'avant, mais nous, on n'a pas spécialement de stratégie d'influenceur. En réalité, on a eu de la chance parce qu'au début, il y a eu un bon match entre ce qu'on proposait et ce que le marché avait envie de chercher à ce moment-là, il y a 10 ans. Et puis, en fait, on a grandi de manière super organique. Et puis, comme nos lieux étaient jolis, les influenceurs aimaient venir, mais pas que. En fait, chaque client est un peu un influenceur parce qu'il prend des photos, il va les montrer, il va les poster. Et donc, en fait, tout ça se fait de manière super souple et super organique. Et ça marche dans le temps parce qu'en fait, moi, mon métier au quotidien, c'est de faire en sorte que le midi et le soir, les clients aient une expérience qui soit totalement conforme à nos standards de qualité. Et si on s'y tient, et c'est ça notre métier de restaurateur, c'est vraiment de recommencer chaque jour. Si on y arrive, évidemment, on peut capitaliser sur les influences, etc. Mais la base, c'est ça, et votre équipe, c'est la base de tout ça. Tout à fait. L'équipe en premier, le staff, bien s'entourer, c'est primordial. C'est ce que je me bats tous les jours quand il y a un influenceur qui passe ou une vidéo. Pour aider, la première chose qui est gratuite, c'est de faire un like, un petit commentaire, partager. Et c'est ce que répète tout le monde. Mais vos équipes, il y a bien 20 personnes dans vos restaurants. C'est les premiers et c'est ça qui booste directement. Après, c'est vrai que quand on n'a pas un chef très connu, c'est un mal pour un bien parce que ça permet de ne pas tout reposer sur une personne. Donc même si mon chef il est là et je repose tout sur lui à chaque fois, mais en réalité c'est bien de partager tout ça et que tout le monde comprenne l'ADA, de partager le concept. Par exemple des lettres où on envoie une lettre à vous-même pendant un an. Il faut le faire suivre. Par exemple, Alexis, c'est la vérité, vu qu'on ne ment jamais. Il y a un de ses followers qui a dit qu'on ne lui avait pas proposé le concept. C'était peut-être un samedi soir, c'était peut-être dans le rush, mais on lui a promis d'envoyer une lettre. Et donc voilà, ça remonte à nos oreilles et donc on va pouvoir poursuivre. Évidemment qu'il y a des loupés, comme un steak qui n'est pas assez cuit. C'est pareil pour les concepts, il faut se remettre en question. Est-ce que ça a bien été appliqué ? Parce que le plus important, c'est vraiment quand vous lancez de la com sur votre établissement, vous avez intérêt à avoir les reins solides. Parce que vous avez quelqu'un comme Alexis qui arrive. Le lendemain, vous avez 360 clients et que vous avez 4 steaks dans le frigo. Courez à métro. Je n'ai pas fait de placement de produit, mais je les aime bien aussi. Je voulais juste ajouter une dernière chose. Aujourd'hui, quand on choisit un restaurant, il y a plusieurs étapes. Donc, bien sûr, il y a les réseaux sociaux. Mais Google reste quand même le deuxième ou le premier selon les personnes, la plateforme qu'on va regarder avant de choisir un établissement. Et l'importance du staff, c'est qu'effectivement, si vous avez une super vitrine sur Instagram, mais qu'en fait on va sur Google ensuite et que vous êtes à 3 sur 5, en fait, on va s'arrêter là et on ne viendra pas dans votre établissement. Là, je parle vraiment en tant que cliente. Je sais que pour moi, Google joue encore un rôle essentiel dans mon choix de resto. Et donc, le staff permet vraiment d'équilibrer cette note sur Google. Et après, je voulais également juste aller un petit peu sur la création de contenu. Aujourd'hui, on a beaucoup de vidéos qui circulent où le staff se prête au jeu, où on voit beaucoup de personnes en cuisine, en salle, faire un petit peu d'humour. Et j'ai une agence de com, donc on crée beaucoup de contenu pour les restaurants. Et je voulais juste dire que ce n'est pas la seule solution non plus, c'est-à-dire que tout le monde n'a pas besoin de se prêter au jeu et qu'il y a plein d'autres contenus qui peuvent aussi fonctionner. Et que ce soit juste des contenus qui mettent en avant la cuisine, des contenus qui peuvent mettre en avant les équipes ou l'ambiance du lieu, mais sans forcément devoir faire de l'acting. Et après, il y a effectivement ce fameux contenu humoristique où on peut jouer un peu avec le staff et ça fonctionne, c'est sûr. Mais en tout cas, il y a plein de types de contenus qui peuvent fonctionner pour vos propres réseaux et il faut encore une fois trouver ce qui vous correspond le plus. Alors, on va essayer de conclure rapidement et après, je pense qu'on va donner la parole au public parce que je pense qu'il y a des questions. Donc, si vous deviez donner un seul conseil, quel serait-il ? Moi, je crois que je vais rester en phase avec ce que j'ai dit avant. Être soi-même et être cohérent. C'est-à-dire que ce que tu disais, en fait, si la note Google est complètement dissociée de ce que vous affichez sur les réseaux sociaux, si l'expérience que vous offrez à un client
standard et complètement dissociée de celle que vous offrez à un influenceur, ça va pas marcher. Donc être soi-même, être cohérent, je pense que c'est le seul conseil que j'aurais à donner. Morgane ? Je pense que j'aurais juste un conseil à donner, c'est à chaque fois que je travaille avec des personnes, je travaille avec des gens passionnés, que ce soit les fournisseurs, que ce soit les influenceurs comme on en parle aujourd'hui, que ce soit le staff, et ils en découlent de tout. Et avec les rencontres, voilà, d'être invité ici à parler avec vous, c'est parce que je suis avec des gens passionnés et passionnants. Pour ma part, ce serait de s'intéresser aux autres, que ce soit un restaurateur qui contacte un influenceur qui contacte un restaurateur, un client qui n'a pas fini son assiette, juste s'intéresser pourquoi est-ce qu'il n'a pas terminé pour toujours continuer de s'améliorer. Donc voilà, ce serait vraiment mon conseil de s'intéresser aux autres et de remettre le social au cœur de réseau social. Alors moi, je dirais, si vous me contactez ou si vous contactez un créateur de contenu, ne faites pas juste un message en disant je t'invite à manger et en échange tu me fais une vidéo. Racontez-moi votre histoire, dites-moi pourquoi vous avez créé ce restaurant, qu'est-ce qu'on y trouve de particulier. On a besoin d'avoir ces informations-là pour déjà pour nous donner envie de venir et pour aussi, moi j'aime raconter des histoires dans mes vidéos. Donc voilà, racontez-moi votre histoire, racontez-moi ce qui fait de votre restaurant un restaurant différent des autres. Merci à vous, Kat. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Aucune question. Ah, dans le fond. Merci. Bonjour, merci déjà pour votre présentation. Vous parlez beaucoup de réseaux sociaux comme TikTok, Insta et de l'influence du coup sur ces réseaux-là, donc plus pour du B2C. Est-ce que aujourd'hui vous pouvez utiliser LinkedIn ou comment vous voyez l'influence sur ce genre de réseau social-là ? Alors juste moi pour ma part, je rappelle souvent que Facebook existe encore et que une certaine catégorie de personnes, plus âgées, est encore présent sur Facebook. Et en fait, moi, je continue à faire des gros scores sur Facebook, ça m'a étonné. En fait, moi, je postais mes vidéos sur Insta. En fait, vous pouvez cocher une case qui vous permet de publier en même temps la vidéo sur Facebook. Et j'avais pas vraiment fait attention à ça. Puis un jour, je débarque sur ma page Facebook que j'avais abandonnée depuis 6 mois. Et puis en fait, je vois que mes vidéos marchent très très bien et que en fait, c'est toujours d'actualité Facebook. Ne pas le laisser de côté, ça marche encore très bien. C'est le premier réseau encore loin devant les autres, même si c'est un réseau qui est vieillissant. Ne sous-estimez pas la force de Facebook, d'autant que ce sont des catégories de personnes qui sont un peu plus âgées, comme je le disais, et qui donc factuellement ont un pouvoir d'achat plus élevé, un panier moyen plus élevé, qui aiment sortir au restaurant. Voilà, ne sous-estimez pas Facebook. Du coup, par rapport à LinkedIn, LinkedIn, je sais pas. Moi, LinkedIn, aujourd'hui, je l'utilise vraiment à titre plus... raconter un peu le parcours entrepreneurial. Je pense que la force de LinkedIn aujourd'hui, c'est de pouvoir remettre un peu d'authenticité. Aussi, de rappeler que, par exemple, derrière un restaurant Immersion qui comporte du coup 4 restaurants à Paris aujourd'hui, en fait, on est 2 associés et on fait notre petit bout de chemin, donc Alexis et moi, pour un autre Alexis, pas celui-là, pour développer notre marque et on travaille dur pour mettre en place des actions de communication, des nouvelles recettes. Donc je trouve que LinkedIn permet aujourd'hui plus de raconter son histoire et de remettre encore une fois l'humain au cœur de tout ça. Après, j'ai jamais fait d'influence, vraiment contacter des influenceurs. Je sais pas si c'était ça la question ou pas, de contacter des influenceurs sur LinkedIn, mais ça, j'ai jamais fait. Mais en tout cas, LinkedIn, c'est un bel endroit aussi pour raconter son histoire et parler d'autres choses, puisqu'on peut écrire des textes qui vont être plus longs, parler de sujets qui vont être plus liés à l'entrepreneuriat, par exemple le recrutement, comment est-ce qu'on gère ses équipes, comment on les intègre dans la communication, comment est-ce qu'on va... l'importance de développer des nouveaux plats pour toujours susciter l'intérêt auprès des clients, qu'ils aient envie de revenir. Donc c'est un autre réseau social, mais que j'aime beaucoup aussi.
On n'a pas parlé de LinkedIn, c'est vrai, parce qu'on a plus parlé des influenceurs et en effet, la notion d'influence sur LinkedIn, elle est plutôt absente. En revanche, moi, je le perçois, on l'utilise beaucoup chez Big Mama et je le perçois comme un média qui est beaucoup plus dédié à parler de sa marque employeur. En fait, je te rejoins sur LinkedIn, on met moins de vidéos et moins de photos, mais plus de textes. Donc en fait, c'est un média sur lequel on va beaucoup plus raconter et donc prendre plus de temps pour rédiger, pour donner du sens, pour expliquer. Et donc c'est totalement complémentaire. Je pense que c'est pas non plus la même cible. LinkedIn est probablement plus pro et plus corpo, plus sérieux, là où Instagram va être plus utilisé dans le loisir et dans la sphère privée. Donc je pense que c'est très très complémentaire, mais c'est utilisé de manière totalement différente pour véhiculer des messages assez différents en fait. Mais au final, les personnes qui sont présentes sur LinkedIn vont quand même au resto. Donc c'est vrai que pour nous autres restaurateurs, une personne touchée, c'est un potentiel client. Donc c'est aussi bien d'y être. Et effectivement, en termes de marque employeur, c'est un super réseau social. Est-ce que avec l'évolution de l'algorithme de LinkedIn et donc le côté vidéo qui est énormément mis en avant, est-ce que c'est quelque chose que vous voudriez tester ou pour vous vraiment LinkedIn ça reste très B2B, très pro et sur le côté entrepreneurial ou marque employeur? La difficulté des réseaux sociaux, c'est aussi c'est de tenir sur la durée. C'est vraiment un marathon et pas un sprint. Et il faut en fait prioriser aussi les contenus qu'on a envie de faire. Nous, aujourd'hui, notre stratégie elle va plus être à la base sur Insta, sur TikTok, où on va faire des photos, des vidéos. Et LinkedIn, on va plus être du coup sur plus de texte, avec une photo pour l'illustrer. Mais ça demanderait encore beaucoup de temps d'aller faire des vidéos où on parle face cam dans un studio. Voilà, c'est un autre type de contenu. Il y a des personnes qui le priorisent beaucoup. Je pense à toutes les personnes qui vendent des formations, coaching, et ça se fait beaucoup. Je trouve que pour nous, en tant que restaurateurs, c'est pas forcément la priorité. Après, si on peut être partout, tant mieux. Mais pour être partout, ça demande plus de monde, plus de budget, plus de temps. Donc voilà, il faut prioriser un petit peu les réseaux qui fonctionnent le mieux pour nous. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Est-ce que la stratégie d'arriver en tant qu'influenceur ou de lancer un média, etc., dans vos têtes, en tout cas à tous les deux, c'était après de développer et de rentrer sur le marché de la food, de développer vos restos ou en fait ça s'est fait plus tard et voilà? Pour moi, directement, c'était pas prévu, moi, à la base d'ouvrir un resto. Encore une fois, les réseaux sociaux, il y a quelques années, on n'avait même pas la notion de business. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on se lance sur les réseaux, on sait très bien ce qu'on peut avoir à la fin en étant régulier et en faisant les bons contenus. À l'époque, c'était l'époque des blogs où en fait on partageait vraiment juste par passion et on n'attendait pas grand-chose en retour. Enfin, les invitations, ça n'existait même pas. Enfin, voilà, donc c'est vrai que moi j'ai démarré vraiment dans cette logique-là de me dire après je vais avoir un travail et puis je continuerai ça pour le plaisir. Et en fait, après un an de test d'adresse, j'ai des premiers restaurateurs qui m'ont contacté pour de la photographie culinaire. Moi, c'est vraiment par ce biais-là que je suis rentrée, parce qu'à l'époque, pareil, les comptes Instagram des restos, il n'y en avait quasiment pas. Photographe culinaire, ça n'existait presque pas aussi. Et je suis rentrée dans cette partie-là, donc je me suis lancée à mon compte en tant que photographe et en tant que community manager. Et après, en fait, j'ai rencontré par hasard mon futur associé dans un coffee shop. Et lui avait envie d'ouvrir un resto et il était plus sur la partie chiffres, business plan. Et c'est vrai qu'à force de tester des restos, on se dit assez naturellement, ah bah moi si j'ouvrais le mien, je ferais une déco comme ça, je ferais des plats comme ci. Et en fait, on a été très complémentaires sur ce qu'on pouvait amener dans ce projet. Et donc on a décidé de lancer ça ensemble. Et puis c'est vrai qu'au bout d'un moment, à force de travailler pour les autres, je me suis dit ce serait chouette de pouvoir avoir mon propre resto. Mais ce n'était pas du tout prévu, en tout cas à la base. Il n'y avait pas du tout de plan. On a le temps pour une dernière question. Merci beaucoup.
J'avais une dernière question parce que donc on a parlé des influenceurs, la manière aussi dont ils sélectionnaient les restaurants où ils allaient goûter, mais aussi inversement, j'imagine que certains restaurants sont sollicités par des influenceurs et donc j'imagine dans la catégorie plutôt micro-influenceurs dont vous nous avez parlé. Et donc, donc c'est une question pour les restaurants. Est-ce que vous aussi vous avez une politique de sélection des influenceurs à qui vous dédiez du temps ou où vous offrez des invitations et quels sont-ils? Tout à l'heure, je disais, je suis contacté à peu près 10 fois par jour sur l'ensemble des restaurants. Comment on choisit? C'est simple, c'est la qualité du contenu, peu importe que tu aies 1 million de followers ou alors 1000 followers. Ça se ressent dans le montage. Souvent, à force, on a des notions de montage. On connaît la difficulté. Moi, j'ai un grand respect pour tous les monteurs vidéo parce que c'est une prise de tête sans nom, que le texte coïncide avec les images et un travail des fois de 48 heures pour poster, que ça fasse un flop, recommencer. Et voilà, c'est la qualité. Prendre ton temps, ne poste pas dans le rush, même si tu penses que l'algorithme va te dire « Ah, mais j'ai fait une petite vidéo, elle a percé ». En fait, c'est la constance de la qualité de ta vidéo qui va faire que nous, on laisse ta chance. Et nous, en tant que restaurateur, moi je raconte les petites histoires. Moi, je suis le premier à aimer le plus au monde, c'est d'accueillir un couple qui a économisé pour la Saint-Valentin une fois dans l'année et qu'ils ont mis toutes leurs économies pour manger dans mon restaurant. Et ça me fait plaisir d'avoir les yeux qui pétillent et qui découvrent une expérience. C'est la première fois qu'ils mangent du caviar, de la truffe. C'est un plaisir immense de faire ce métier. Et pour les influenceurs, c'est la même chose. On donne l'opportunité, il n'y a pas de souci, à n'importe qui du moment qu'on sent qu'il y a de la passion. Et pareil, ne faites pas de copier-coller parce que moi aussi je déteste les copier-coller maintenant. Pour côté restaurateur, et en fait tout dépend aussi le type de résultat que tu vas avoir. C'est-à-dire qu'effectivement, ça peut être juste la créativité, d'arriver sur le compte de quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'abonnés, mais qui en fait a juste une énergie qui te parle et tu dis waouh, j'adore son contenu, j'adore ce qu'elle dégage, et avec plaisir pour collaborer. Et après, ça peut être des influenceurs avec des plus gros comptes où tu dis ok, c'est peut-être moins ce que je préfère, mais potentiellement ça peut m'apporter des nouveaux abonnés, ça peut permettre de toucher une nouvelle cible. Je sais que par exemple chez Immersion, on a aussi beaucoup une stratégie plus lifestyle où on va aller toucher des influenceurs food, mais on aime bien aussi aller toucher des influenceurs plus mode qui vont aussi au restaurant, mais qui vont dégager autre chose. Donc chaque profil est étudié vraiment de manière indépendante et tout dépend le résultat que tu vas avoir avec l'influenceur. Et on va conclure sur ça. Merci à vous, Kat, et merci à vous d'être venus. Et très bon salon.